Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, comme promis, je vais essayer de rappeler les principales notions qu'on avait vues lorsqu'on avait corrigé l'exercice 1 de la fiche de TD. Essentiellement, donc, les informations que je vais citer ne figurent pas ni dans le chapitre 1 ni dans le chapitre 2. C'est pour ça que j'ai décidé de les prendre en charge pendant cette introduction. Donc, dans cette fiche, je vais faire je vais rappeler des notions très importantes et pour que qu'un informaticien doit comprendre, surtout dans le concept de système d'exploitation. Alors, dans ce premier exercice ici, on va essayer de définir un ordinateur de von Neumann. Ensuite, on va essayer de définir les termes software, HDD, SDD, et plus particulièrement, on va essayer de parler de driver et on va parler donc de BIOS, de CPU, de RAM. Pour le HDD, on va essayer de donner la structure interne, comment elle fonctionne. On va parler de pistes, on va parler donc de cylindres, on va parler de secteur, de tête, etc. On va essayer de voir comment fonctionne un HDD, comment fonctionne un SDD. On verra aussi comment fonctionne aussi un driver et comment fonctionne le BIOS, le CPU, etc. Alors, première question. Pour nous, une machine de von Neumann, donc von Neumann en 1945, a défini sa machine et cette machine est constituée principalement d'un CPU, Central Process Unit. Le CPU est composé d'une ALU, arithmétique logique unit, des registres, une unité de contrôle. L'unité de contrôle est composée d'un registre d'instructions et d'un compteur ordinal qu'on va appeler PC. Donc, il est composé également d'une mémoire. La mémoire va comprendre les données et les instructions. Il y aurait des mass storage external, donc des mémoires externes, et puis des mécanismes d'entrée-sortie. Sur ce schéma-là, nous avons donc l'input ici qui envoie de l'information au processeur, au CPU, et puis le CPU va envoyer son résultat, si vous voulez, vers un périphérique, output. Nous revoyons ici que le CPU est composé de contrôle unit, arithmétique et la mémoire. Donc ça, on appelle ça une machine de von Neumann. Donc remarquez que une machine de von Neumann travaille exclusivement avec une mémoire centrale. Ça veut dire que le CPU va ramener les instructions, les données à partir de la mémoire, les exécuter dans son unité arithmétique et logique et donc produire des résultats. Enfin, ces résultats peuvent être envoyés en sortie. Donc là, le compteur ordinal, le PC, va toujours contenir l'adresse de l'instruction suivante qui sera exécutée. Et le IR, on va ramener l'instruction pour être décodée dans le registre IR. Donc le registre instruction va servir au décodage par l'ALU de l'instruction. Donc on ramène l'instruction de la mémoire. On va aller donc au PC, on va trouver l'adresse de la prochaine instruction, on accède aux mémoires, on ramène l'instruction, on va la mettre dans le registre instruction et on appelle l'ALU qui va produire le décodage et l'exécution de l'instruction. Une fois terminé, donc ça c'est un cycle, on produit le cycle suivant qui consiste à aller au PC, prendre l'adresse de l'instruction suivante, aller en mémoire, ramener cette instruction, la mettre dans le registre instruction, décoder, exécuter et on revient au cycle. Donc voilà comment fonctionne une machine de von Neumann. Donc elle se base essentiellement sur ce cycle-là, c'est-à-dire accéder à la mémoire, ramener une instruction, l'exécuter et répéter ceci jusqu'à la fin de l'exécution d'un programme donné. Maintenant, pour les termes suivants, on va essayer de parler de software, de HDD. Alors, software. Donc, le software, pour nous, c'est un ensemble d'instructions. Ça peut être des datas, ça peut être un programme. S'exécutant spécifiquement sur un ordinateur. Si je dis que c'est un programme, le médecin a aussi un programme. Il peut arriver le matin, il a plusieurs interventions chirurgicales à faire. C'est son programme. Mais ce programme-là, puisqu'il ne s'exécute pas sur un ordinateur, on ne peut pas dire que ça, c'est un software. Donc, un software, c'est un ensemble d'instructions, un programme, qui s'exécute spécifiquement sur un ordinateur.
Au sens opposé, nous avons le hardware, c'est-à-dire le matériel, et le matériel qui donc décrit le côté physique donc, de la machine qui sert à exécuter un software. Donc on peut dire qu'en software, nous avons donc des applications, nous avons des scripts, nous avons des programmes, mais ces choses-là doivent tourner sur une device ou bien sur une machine. Donc là, on peut dire que le software, donc c'est la partie d'un ordinateur donc, qui est variable. Et la partie donc non variable, c'est le hardware, c'est-à-dire la partie physique. Nous avons deux types de software, les applications et les systèmes. Donc une application, donc, elle va réaliser une certaine tâche spécifique. Le système, donc, il va aider ces applications à s'exécuter sur une machine. Exemple d'application, nous avons donc Office de Microsoft, Camtasia, MySQL. Ça, c'est des applications, c'est des softwares. Le système software, le deuxième type, nous avons donc Linux, Windows, Android, Driver, Service. Donc ça, c'est des outils qui vont servir aux autres softwares à s'exécuter correctement sur une machine. HDD, donc Hard Disk Drive, et SDD Solid State Drive. Donc pour nous, c'est des disques durs. Sur l'image, donc ça, c'est un HDD, ça c'est un HDD et ça c'est un SDD. SDD, donc on remarque que ça, c'est, si vous voulez, c'est une carte mère avec des circuits électroniques dessus. Ici, c'est des disques empilés en pile avec des têtes de lecture, avec un moteur qui fait tourner les disques. Donc, et avec donc un mécanisme de déplacement des bras ici sur le disque. Le HDD, donc nous avons ici, si vous voulez, ça c'est le moteur qui fait tourner le disque, ça c'est l'ensemble des têtes. Nous remarquons qu'ici qu'on a une pile de 3 disques. Donc ici, donc le disque dur, c'est une pile de disques. Et nous avons donc tout le mécanisme ici, le côté mécanique qui fait tourner donc le disque. Alors, ce qu'il faut retenir sur un HDD, c'est que c'est une pile de disques ici. J'ai 4 disques en pile. Il y a le cylindre. Le cylindre, c'est l'ensemble des pistes superposées. Donc là, sur le premier disque, le premier plateau, donc nous avons deux faces, la face A, la face B. Donc ça fait deux pistes superposées. Ici, nous avons sur le deuxième disque deux disques superposés, sur le troisième disque et sur le quatrième disque. Donc nous avons ici au total 8 pistes superposées. Donc chaque ensemble de pistes superposées vont constituer, si vous voulez, un cylindre. De ce côté-là, donc ça, c'est la vue d'en haut, donc d'un plateau. Nous voyons que ça, c'est l'ensemble des pistes. Donc A, c'est une piste. Donc le B, c'est un secteur géométrique. Donc le secteur géométrique, si vous voulez, c'est le secteur composé par tous les sous-secteurs de chaque piste. Et nous avons C, le secteur d'une piste. C'est ce secteur d'une piste qui nous intéresse le plus. Donc, et nous voyons donc un cluster ou bien un bloc. Un bloc est composé de plusieurs secteurs, donc c'est-à-dire les secteurs de piste. Ici, nous avons 3 secteurs, un bloc composé de 3 secteurs. Alors ici, donc la capacité d'un disque est donnée, donc quand on achète un disque, on retourne, est donnée par son nombre de cylindres, par le nombre de secteurs par piste et par le nombre de pistes sur une face. Généralement, pour piste, on va dire head parce que le déplacement, c'est le déplacement de la tête en question. Donc, alors, ici, si par exemple j'ai 80 pistes, ça veut dire que je vais avoir 80 cylindres. 80 cylindres, cylindre 1, cylindre 2, jusqu'à cylindre 80. Le secteur, il peut être par exemple de 512 bytes. Je peux avoir 8 secteurs de 512 bytes. Et donc, je vais avoir 1 kilo si j'ai 8, donc je vais avoir 4 kilos par piste. Si j'ai 80 pistes, alors je vais avoir 80 multiplié par 4 kilos. Ça va faire la taille d'une face. Et je multiplie par 8 pour avoir la taille totale du disque dur. Alors voilà donc le disque ici, il y a un moteur qui fait donc la rotation. Et voilà. Donc la rotation, elle va tourner comme ça. Le disque va tourner. Voilà. Et puis, donc, la tête se déplace donc de cette façon-là.
Donc, le déplacement des têtes, donc, c'est toutes les têtes qui se déplacent ensemble et ce n'est qu'une tête qui est concernée par la lecture, c'est-à-dire soit la tête de la face 1 du disque 1 ou bien la face 2 du disque 2 ou les deux du disque 1 ou bien du disque 2. Donc, on doit indiquer quelle tête doit être, donc, doit se mettre en œuvre pour débuter sa lecture. Alors maintenant, pour comprendre ce principe donc, de relation entre secteur et fichier, on va dire que nous commençons par le byte. Le byte, donc c'est 8 bits. Il peut prendre 2 caractères comme il peut prendre un caractère. Donc ça, c'est 2 caractères ASCII. Il peut prendre un caractère string. Le secteur, c'est un ensemble donc, de caractères, ou bien un ensemble d'octets, ou bien un ensemble de bytes. Ici, c'est le cas donc, de 512 bytes, et je remarque donc, que j'ai 512 caractères. Le fichier, c'est un ensemble de secteurs. Maintenant, il s'agit d'affecter ces secteurs que je vais appeler des secteurs logiques, qui sont donc directement en relation avec le fichier, avec les secteurs physiques qu'on avait vus sur le disque. Exemple, si je prends donc un fichier texte, ceci est un enregistrement d'une ligne de texte saisie au clavier. Je vais décomposer en secteur 21, secteur 22, secteur 23. Donc le secteur 21 va comprendre ceci est un secteur 22, enregistrement, une ligne de texte, et voilà. Donc j'ai décomposé ici. Je vais regrouper ces secteurs parce que mon disque était fait en blocs. On avait vu l'exemple en vert, le D, qui donnait 3 blocs physiques. Ici, donc, la correspondance, bien le mapping, doit se faire par bloc. Ici, par exemple, j'ai un bloc de 2 secteurs, donc il va faire 1 kilo. Donc, je vais prendre mon fichier et je vais le regrouper par 2 secteurs pour obtenir un bloc. Et ici, je vais avoir donc le bloc 1 du fichier, le bloc 2, le bloc 3, etc. Pour ce cas-là, pour ce cas de figure, je vais avoir ceci est un enregistrement, ça va faire le premier bloc. D'une ligne de texte, ça va faire le deuxième bloc. Donc, je vais dire que mon fichier est composé ici de 1, 2, 3, 4 secteurs et composé de 2 blocs logiques. Ces deux blocs logiques, il faut leur affecter 2 blocs physiques sur le disque. Comment se fait cette affectation? Voilà, regardez, je vais donc avoir le bloc 1, je vais le mettre dans un bloc physique, je vais prendre le bloc 2, je vais le mettre dans un autre bloc physique, et je vais prendre le bloc 3, je vais le mettre dans un troisième bloc physique. Donc, il n'est pas nécessaire que mes blocs physiques soient contigus, ça veut dire que le système va faire tourner les disques et va chercher, donc, si vous voulez, dans une table ou bien dans une recherche, pour identifier les blocs donc, libres ou bien les blocs vierges, et il va commencer à faire l'affectation. Il doit aussi, pour récupérer ce fichier, noter quelque part que le bloc 1, 2 et 3 se trouvent sur le bloc physique numéro, sur le bloc physique numéro avec les numéros des blocs physiques. Donc, il doit avoir une procédure qui va donc identifier les blocs physiques et une correspondance entre les blocs logiques et les blocs physiques du fichier, c'est-à-dire les blocs logiques du fichier, où se trouvent exactement sur les blocs physiques de mon disque. Voilà mon disque. Et donc, voilà, donc, si vous voulez, une table pour représenter mon fichier. Et là, je vais dire que cette table-là, ça, c'est mon fichier A. Elle va me dire que le fichier A est composé donc du bloc 12. Voilà, le bloc 12 qui se trouve ici. Le bloc 25 qui se trouve ici. Le bloc 42 qui se trouve ici. Ça, c'est une table qui va regrouper tous les blocs d'un fichier. Donc, si je vais lire le fichier A, je vais aller donc à son première entrée, je vais trouver 12, ça c'est son premier bloc, ça c'est son deuxième bloc et ça c'est son troisième bloc. Ce bloc-là, qui contient les blocs de données de mon fichier, lui-même c'est un bloc qui se trouve ici. Donc pour lire le fichier, je suis obligé d'aller dans ce bloc-là, ce premier bloc, et je vais trouver dedans les pointeurs ou bien les adresses des blocs qui vont donc me diriger vers les blocs physiques où se trouve mon fichier. Et voilà, donc ça, c'est une table qui me dit que le fichier A, le file A, se trouve au bloc physique 10. Je vais aller au bloc physique 10 ici, je vais récupérer ce tableau ici, cette frame, et ce tableau va me dire que donc, les blocs physiques se trouvent à telle adresse. Donc ça, c'est l'adresse, vous voyez que ça, c'est l'adresse du bloc 10.
Donc, je vais aller dans la table des répertoires, je vais trouver le fichier A, je vais trouver son numéro de bloc physique, je vais charger le bloc physique, si vous voulez, en mémoire, et de là, donc, je connais tous les emplacements de mes blocs donc, logiques sur le disque dur. Si je veux maintenant ajouter le bloc 34, alors je vais ajouter donc le bloc 34 à donc, le bloc et je vais chercher sur le disque un bloc libre pour donc être alloué au fichier. Et de cette façon, donc la taille du fichier va augmenter et va diminuer. Si je veux ajouter un autre bloc, ça sera le même scénario. Je cherche un bloc, je trouve son numéro, je l'ajoute dans ce bloc-là et ainsi de suite. Donc la taille du bloc va augmenter. Alors, maintenant, on va faire un petit calcul. Un cluster, donc on avait dit que c'était 2 secteurs. Donc, puisqu'un secteur, il va faire 512 bytes. Donc, et nous avons donc ici, la taille du pointeur ici, elle va faire 32 bits, c'est-à-dire 4 bytes. Donc, un cluster, c'est-à-dire un bloc, si vous voulez, qui est composé donc de 2 secteurs, c'est-à-dire 512 plus 512, ça va faire 1 kilo. Donc, mon bloc, le cluster, il va faire 512 multiplié par 2 divisé par la taille en bytes du pointeur. Elle va me donner 256 pointeurs. Donc, dans ce bloc, donc un bloc physique peut contenir jusqu'à 256 pointeurs, 256 pointeurs de blocs. Voilà. Et ainsi, la taille du fichier pour un seul bloc, ça sera les 256 pointeurs et chaque pointeur va pointer sur un bloc de 1 kg. C'est pas 512, c'est 1 kg. Donc, un bloc de 1 kg. Et donc, de là, je vais avoir, si vous voulez, 256 kg. C'est pas vrai, c'est pas 128, c'est 256 kg. Je corrige ici. Voilà, 1 kilobyte. Et là, je vais avoir 256 multiplié par 1 kilo et ça va faire ici 256 kilos. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le pointeur. Donc là, vous voyez ça, c'est le pointeur. Le 12, le 25, ça, c'est des pointeurs. Donc, chaque pointeur, il va faire 4 bytes. Le cluster, donc, c'est la totalité donc, des deux secteurs, ça veut dire le kilo, c'est 512 multiplié par 2, c'est 1 kilo. Si je divise par la taille du pointeur, je vais trouver 256 pointeurs. Maintenant, si je ne réussis pas ici, donc j'ai consommé les 256 et le fichier demande plus de 256, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le dernier pointeur, ça veut dire le pointeur 256, qui va pointer vers un nouveau bloc de 256 pointeurs, de nouveaux pointeurs. Et je fais donc l'opération. Et maintenant, donc le fichier, il va faire 256 pointeurs. Et la taille donc du fichier, elle va faire ici, ça sera donc 1 kilo. On va corriger ça. Parce que chaque bloc, il va faire 1 kilo. Voilà. Donc, la taille du fichier, ça sera, il y a 256 pointeurs moins le dernier qui pointe sur le pointeur vers un nouveau bloc de pointeur. Ça, c'est un bloc de pointeur. Ça, c'est un autre bloc de pointeur. Ça, c'est le pointeur. Et ça, c'est le fichier, donc le bloc de données concerné et donc adressé par ce pointeur. Et là, donc, ça va faire 255 plus 255. Et donc, ça va faire 255 ici, ça va faire, donc si vous voulez, 1 kilo. Et je vais avoir ici 2 fois, donc 2 fois 255. Et là, donc, ça va faire à peu près 1 méga.
attention, 255 kg, 200, non, 512 ici, ça va faire, pardon, je vais effacer. Et donc, je vais avoir ici N. Et donc, je vais avoir 256 kg plus 256 kg, c'est à peu près 510 kg. 510 kg. Voilà. Donc, maintenant, j'efface tout ça. Voilà. Alors, maintenant, ce bloc ici, je vais appeler ça un répertoire. Donc ça, c'est le répertoire. Le répertoire, donc, va contenir le nom du fichier et un pointeur. Maintenant, combien de fichiers ou bien d'entrées je vais avoir dans ce répertoire? Alors là, ça, si vous voulez, c'est le nom du fichier. Je peux aller jusqu'à 28 caractères dans le nom, pour cet exemple-là. Le pointeur, il fait toujours 4 bytes, c'est le même pointeur. Et donc, une entrée dans un répertoire, elle va faire donc 32 bytes, c'est-à-dire, voilà, 32 bytes. Et un cluster, il va faire 1 kilo, et donc divisé par 32 bytes, et je vais avoir donc 32 entrées dans un fichier. Alors, essayons de faire ce calcul. Ça, c'est 2 puissance 10. 512 multiplié par 2, c'est 1 kg, c'est 2 puissance 10. Divisé par 2 puissance 5. Et donc, je vais avoir 2 puissance 5. 2 puissance 5, c'est 32 entrées. Donc, chaque répertoire va devoir prendre 32 entrées. Ça veut dire que je peux insérer 32 entrées, c'est-à-dire un nom de fichier et le pointeur. Donc ça, c'est le pointeur 10 qui va me prendre sur le bloc. Le fichier B va, par exemple, avoir le pointeur 45 et je vais aller au pointeur 45 et je vais trouver l'ensemble des blocs vers ce fichier-là. Maintenant, si j'ai plusieurs entrées qui seront donc dans ce répertoire qui dépassent les 32, je vais prendre le dernier qui va pointer vers un nouveau bloc. Et ce bloc-là donc, va contenir la suite donc, des entrées du répertoire. Alors ici, donc, une partition, c'est quoi? Une partition, c'est un groupe de cylindres. Je vais prendre des cylindres, mais qui sont adjacents, c'est-à-dire contigus, à côté de l'autre. Je regroupe cet ensemble de cylindres pour me former, si vous voulez, donc une partition. À l'intérieur, je peux avoir une deuxième partition, une troisième partition. Donc, je partitionne autant que je veux. L'essentiel à retenir ici, c'est qu'une partition, c'est un ensemble de cylindres qui sont donc côte à côte, si vous voulez, qui sont contigus, qui sont adjacents l'un à côté de l'autre. Je peux prendre donc ça, si vous voulez. Je vais avoir une partition ici, une deuxième partition ici, une troisième partition ici, une quatrième partition ici, et ainsi de suite. Donc, je décompose mes cylindres en groupes et ces groupes vont former les partitions. C'est ce qu'on appelle partition. Voilà, ici, ça, c'est un exemple. Donc, je peux avoir ça. Je peux avoir une partition 10 qui constitue un volume. Et ce volume est composé donc d'une partition 8 et d'une partition 7. La partition 7 est composée de la partition 0, de la partition 1 et de la partition 6. Donc, vous voyez que je peux avoir des partitions, des sous-partitions, etc. Ici, ça sera la partition 10 qui compose un volume. Et ce volume-là, donc, c'est un ensemble de partitions. Donc, ici, les sous-partitions, j'appelle ça une partition étendue. Une partition étendue est composée donc de partitions logiques. Donc, ce qui est à l'intérieur de la partition 7, je vais considérer que c'est des partitions logiques. Ce qui est donc dans la partition 10, je considère que c'est des partitions logiques. Je peux avoir donc des partitions primaires comme ici. Ça, c'est une partition primaire. Et je peux avoir, pardon, ici, ça, c'est une partition primaire. Ça, c'est une partition primaire. Ça, c'est une partition étendue. Et ça, c'est une partition primaire. Donc, un disque est toujours donc décomposé en partitions. Et une partition, donc, c'est un ensemble de cylindres. Une partition peut être primaire, généralement pour installer des systèmes. Ici, par exemple, j'ai le Windows qui est installé sur la partition C. J'ai un autre système qui est donc, ou bien une partition bootable qui peut contenir un autre système.
j'ai une partition logique étendue composée de 3 partitions logiques pour y mettre mes données. Et j'ai une partition bootable aussi qui va contenir l'Unix. Ici, je peux mettre l'ensemble des répertoires de l'Unix dans une partition, l'ensemble, si vous voulez, des données, des projets dans une autre partition, l'ensemble des données, par exemple, pour les masters dans une partition, pour les licences dans une partition, etc. Donc, un disque dur est toujours composé en partition et en volume. Alors, ici, donc voilà, par exemple, ça, c'est le disque dur. Et donc là, j'ai besoin d'une table de partition. Donc, puisque et chaque partition sera donc, ou bien un ensemble de partitions, peut être affecté à un volume. Je remarque ici que la partition 1 constitue le volume C, la partition 2 constitue le volume D, la partition 3 constitue le volume E. Donc, j'ai deux modèles. J'ai le modèle MBR, Master Boot Record, Master Boot Record, qui permet juste 3 partitions. 1, 2, 3 et 4 partitions primaires. Maintenant, si je décide d'ajouter plusieurs partitions, je suis obligé de prendre une des partitions. Elle va devenir une partition étendue. Et dans cette partition étendue, je peux avoir donc des partitions logiques à l'intérieur. Chaque partition dans le MBR, donc il y a la signature du boot, donc le cylindre de début, le cylindre de fin, start cylinder, etc. À partir de quel secteur ça démarre, le cylindre de fin, le secteur début, etc. Donc, c'est des informations qui me précisent exactement à partir de quel secteur, à partir de quel cylindre va démarrer la partition et à partir de quel cylindre et quel secteur elle sera terminée. De l'autre côté, donc Global UI, donc Partition Table, là, je peux avoir jusqu'à 128 partitions et chaque partition donc, va avoir son ensemble de données. Allez, voilà ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, j'ai mon disque qui est vierge. Lors du formatage, que ce soit un formatage FAT32 ou bien ext4 ou bien NTFS, la première des choses à faire, c'est de créer le MBR ou bien le GPT sur le première piste, premier cylindre, premier secteur, etc. Et tout de suite à côté, je vais placer la table des partitions. Donc, je place la table des partitions comme ce cas-là. J'ai partitionné en deux partitions. Première partition, c'est la partition C. Deuxième partition, c'est la partition D. La partition C est allouée au volume C et la partition D est allouée au volume D. Au début de chaque partition, je vais laisser un ensemble en bleu ici. Donc, si vous voulez, en bleu, je vais avoir donc un ensemble de secteurs qui vont donc me permettre de distinguer, si vous voulez, ma table des fichiers qui seront ajoutés ici. Et si le disque est bootable, je vais ajouter un loader qui va se mettre ici dans cette partie bleue et qui va permettre de charger le système d'exploitation qui sera donc installé sur C ou bien installé sur D. Ça, c'est mes partitions. Après le formatage, ici, je vais donc faire le formatage. Je vais découper en blocs, si vous voulez, mes deux partitions. La partition, ici, j'ai formaté le C et j'ai formaté le D. En début, ici, à côté donc, de la table des partitions, ici, en début, donc du secteur de boot, pour cette partition, en début du secteur de boot, je vais avoir un ensemble de secteurs qui vont contenir une table qui va contenir l'ensemble des blocs logiques avec leur adresse pour pouvoir les identifier rapidement. Donc, si je veux maintenant utiliser un flash disk ou bien un support de ce type, dès que j'introduis, je vais monter la table qui se trouve ici donc en mémoire centrale. Mes recherches vont se faire sur cette table-là et à partir de cette table-là, je vais déduire quels sont les fichiers, donc si vous voulez les blocs qui sont libres, quels sont les blocs qui sont occupés, par qui ils sont occupés. S'il y a une table des répertoires, elle va être donc dans un des blocs logiques ici. S'il y a des fichiers, ils vont donc se trouver dans les blocs, si vous voulez, qui sont ici. Alors, le MBR, il va permettre donc une partition, deux partitions, trois partitions. S'il y a lieu, donc je vais prendre la quatrième partition primaire et je vais la décomposer en partitions, si vous voulez, étendues. Cette partition étendue donc, va comprendre plusieurs partitions logiques. Donc ici, tout à fait au départ, je vais avoir la table des partitions qui va me donner les secteurs début, secteur fin, cylindre début, cylindre fin de chaque partition.
pas plus de 4 en un BR. En GPT, donc je vais avoir l'entête ici, le header, et qui va contenir, si vous voulez, la table des partitions. Et cette table peut aller jusqu'à 128 partitions. Donc, il est actuellement très donc, conseillé d'utiliser des GPT au lieu de la MBR. La MBR a tendance donc à disparaître. Et voilà maintenant, sous Windows, j'utilise DiskPart. DiskPart, donc, il va me permettre de visualiser mes partitions, mes volumes, etc. Donc là, les commandes que je peux émettre, c'est ici liste disque. Je vais demander donc liste disque. Ici, j'avais juste un disque de 1 Tera. Ensuite, j'ai connecté mon disque, mon second disque. J'ai lancé la même commande. Il a détecté le deuxième disque. Donc ici, donc, j'ai deux disques, un de 1 Tera et un de 2 Tera. Je peux faire donc select disque 1 si, puisqu'il y a deux disques, disque 0, disque 1. Si je fais select disque 0, il va sélectionner le disque 0. Si je vais select disque 1, il va sélectionner le disque 1. Si je fais list partition, il va me donner toutes les partitions donc du disque 1. Voilà. Ici, je peux demander les volumes et il va m'afficher l'ensemble des volumes qui se trouvent donc sur mon système. Sous l'Unix, attention ici, toujours diskpart. Je vais faire, pour demander les informations d'une partition, je vais faire select partition tree. Et là, de detail partition, il va me donner, il va me dire que la partition donc 3 est occupée par le volume E5, c'est-à-dire le volume E. Son label, c'est Windows 11 de type NTFS. Et size, la taille, donc c'est 516 gigabytes. Et healthy, ça veut dire qu'elle ne présente aucun problème. Ça, donc, c'est l'ensemble des commandes que donc, que vous pouvez utiliser avec le diskpart. Vous trouvez ici add pour donc créer un volume miroir, activer une partition, rendre une partition active, attacher un disque virtuel, clean pour donc faire un clear donc des informations de configuration, convert partition ou bien convert to disk, create partition, create volume, create disk, detail, détache, exit. Donc ça, c'est l'ensemble des commandes. On peut demander le man et on peut avoir donc des détails sur ces, ces actions-là, ou bien ces commandes-là. Sous l'Unix, ici, donc je fais sudo apt install. Avant de faire le sudo apt install, je fais sudo apt update, sudo apt upgrade pour mettre à jour l'ensemble de mes softwares installés. Et là, donc je fais sudo apt install gparted. Et si je suis en machine virtuelle, c'est pour ça que j'ai lancé cette commande. Donc j'installe le gparted. Ensuite, je lance sudo gparted. Et voilà, donc il présente une interface graphique. Remarquez ici que je le DVA. Ça, c'est donc ici, je sélectionne le disque ou bien la partition que je veux, si vous voulez. Et une fois que j'ai mes partitions, je peux accéder à une partition. Je fais changer la taille. Ici, par exemple, 258 Go pour mon disque, c'est le C. Et c'est Ext4, 256 Go. Jusqu'à présent, j'ai installé un système d'exploitation de 6 Go. Et ça, c'est l'espace restant sur mon disque virtuel. Donc voilà le gparted. Ça fonctionne à peu près de la même façon avec principalement les mêmes commandes que le diskpart, sauf que ça c'est pour l'Unix et l'autre c'est pour Windows. Il y a une deuxième alternative sous Linux, c'est sudo fdisk, c'est pas sudo, c'est sudo. Donc sudo ici. Fdisk list, elle va me lister donc mes disques durs et avec fdisk, il y a aussi autant de commandes que je peux donc exécuter grâce à fdisk. Voilà donc l'ensemble des options que je peux mettre, c'est-à-dire lister, ajouter, etc. Donc, un certain ensemble d'options et de commandes que je peux utiliser en alternative avec fdisk. Alors maintenant, euh, pour Windows, donc j'ai la FAT32 ou bien la FAT16. Ce mécanisme, comment il fonctionne? Après donc le formatage, je vais créer cette table-là ou bien cette table-là. C'est cette table, j'avais appelé cette table la FAT, File Allocation Table. Elle va se trouver sur le secteur 0, piste 0 d'une partition, et elle va contenir l'ensemble des blocs libres. Dès que j'affecte donc des blocs, ils vont être occupés. Pour faire une recherche,
Donc, je suis obligé de parcourir cette table. Au bout, lorsque je fais monter je fais introduire mon flash ou bien mon support, cette table-là sera chargée en mémoire. Ici, par exemple, je vais avoir le programme donc, qui se trouve au bloc 4, Start Block. Donc ça, c'est le répertoire Directory Entry. Je vais aller au bloc 4. Le bloc 4, il va me prendre au bloc 10. Donc le bloc 4, c'est un bloc de données. Il va me prendre vers le bloc 10, c'est un bloc de données. Je vais aller au bloc 10, je charge les données et il me dit que la suite du fichier se trouve sur le bloc 1. Je vais aller au bloc 1, je charge les données du bloc 1 et le bloc 1 me dit que les données sont sur le bloc 3, la suite des données sur le bloc 3. Je viens au bloc 3 et donc j'ai -1, c'est-à-dire la fin de fichier. Donc mon fichier est composé du bloc 4, du bloc 10, du bloc 1 et du bloc 3. Ça veut dire si mon bloc c'est 1 kg, je vais avoir 1 kg de données pour le bloc 4, 1 kg pour le bloc 10, 1 kg pour le bloc 1 et 1 kg pour le bloc 3. Donc 4, 10, 1, 3, ça fait 4. Donc je suis à 4 kg. Donc la taille du fichier num.png ou bien l'image num.png est composée, si vous voulez, de 4 kg. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter ou bien étendre cette image ou bien ce fichier, je parcours ici la table pour chercher des blocs libres, par exemple le bloc 2. Et qu'est-ce que je fais au 3 qui était -1? Je vais mettre 2 ici. Là, je vais mettre 2. Voilà. Donc à 3, ici, je vais mettre 2. Voilà. Et j'enlève le -1 ici. Donc, ça veut dire après 3, je vais aller à 3. 3 va me prendre à -2. Et -2, ça va faire -1. Ça veut dire c'est la fin de fichier. Et maintenant, mon fichier est devenu composé de 5 blocs, c'est-à-dire de 5 kg. Un autre exemple ici, le fichier A donc, démarre au bloc 3. Et du bloc 3, c'est le 6, le 9 et le 4. Donc, dans la table, dans le répertoire, je vais avoir fichier A3. Et je vais aller donc au bloc 3 et le bloc 3, il va me conduire vers le bloc 6, le bloc 6 va me conduire vers le bloc 9 et le bloc 9 va me conduire vers le bloc 4. Ici, je remarque que j'ai des blocs défectueux, le 7 est défectueux et le 2, c'est la fin de fichier d'un autre fichier et le 6, le 4, ici, c'est la fin de fichier de mon fichier A. Voilà. Maintenant, l'Unix n'utilise pas le système de FAT, mais plutôt utilise le inode. Ce que j'appelle ici, ça c'est le nœud, c'est-à-dire l'inode donc si vous voulez, l'inode utilisé par l'Unix. Alors l'inode est composé donc d'un premier bloc. Ce premier bloc, si vous voulez, il va faire 1 kg. Je vais avoir au début de bloc, pour moi c'est un bloc de données. Au début de bloc, je vais avoir les informations sur le fichier, le nom de fichier, la date de création, le propriétaire du fichier, la date de dernière modification, etc. Un certain nombre de fichiers, la priorité d'utilisation, donc l'accès partagé, l'accès, si vous voulez, en écriture, en lecture, etc. Et ensuite, on va avoir un certain nombre de pointeurs de blocs. Ces pointeurs de blocs, ils vont directement pointer vers des blocs de données. Ici, j'ai par exemple 10 pointeurs. Donc, si mon bloc fait 1 kg, je peux aller jusqu'à 10 kg. Maintenant, si mon fichier dépasse les 10 kg, j'ajoute un premier pointeur de première indirection. Ce pointeur-là, il va pointer, si vous voulez, sur 256 pointeurs et chaque pointeur va pointer sur un bloc de 1 kg. Et donc, je vais ajouter 256 kg plus les 10 kg. Si maintenant mon fichier augmente en taille, je vais ajouter un deuxième pointeur et ce pointeur-là, il va pointer sur un bloc de pointeurs qui pointe lui aussi sur un bloc de pointeurs qui pointe, si vous voulez, sur des blocs de données. Si ceci ne suffit pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un troisième pointeur. Ce troisième pointeur, donc, il va aller vers un pointeur de pointeur, qui pointe sur un pointeur de pointeur, qui pointe sur un pointeur de pointeur, qui va pointer sur un bloc de données. Voilà. Et maintenant, les calculs, on va les faire sur un exemple pour voir quelle est la taille maximale. Alors, regardez ici. Alors, ça, c'est le inode, le 9, le inode du fichier. Donc, je vais aller à la table du répertoire, je trouve user et je trouve l'inode. Je vais aller à l'inode 9, je trouve les informations et je trouve un pointeur 125. 125, si je vais aller au bloc 125, je vais trouver donc le répertoire user
qui est composé donc d'un répertoire Claude, Luc. Si je prends le 44, je fais à l'inode 44 et je trouve les informations et donc le programme prog ici se trouve sur le bloc de données pointé par le bloc de données numéro 688 ou bien d'adresse 688. Voici un exemple ici. On va considérer un système de fichiers Unix. Donc le premier bloc contient 12 pointeurs directs, un pointeur indirect, un pointeur simple et un pointeur, donc double et un pointeur, si vous voulez, triple. Supposons que plusieurs disques sont rattachés à la machine et que le même système de fichiers utilise Unix s'étend sur tous les disques pour former un volume cohérent. Donc mon volume est composé de plusieurs disques et qu'un bloc de données d'un fichier peut être alloué sur n'importe quel disque. Aussi considérer des tailles de blocs de 1 kg. Donc les blocs font 1 kg et les pointeurs, ils font 16 bytes, ça veut dire 16 bits, ça veut dire 2 bytes dans les blocs d'index. Les 12 premiers bits les plus à droite, donc c'est-à-dire de 0 à 11 du pointeur de 16 bits contiennent l'adresse d'un bloc de données sur un disque quelconque. Les 4 bits vont me donner donc l'adresse du disque. Là, la question qui est posée, quelle est la taille maximale d'un fichier, quelle est la taille maximale d'un disque et quelle est la taille maximale d'un volume. En deuxième question, si seul le inode du fichier est en mémoire, combien d'accès disques sont nécessaires pour accéder au byte qui se trouve à la position donc 13 423 956. Et on demande de reprendre le travail avec des blocs de 8 kg au lieu de 1 kg et des pointeurs de 32 bits au lieu de 16 bits. Et le bloc, l'adresse bloc, c'est 24 bits et les disques, c'est 8 bits au lieu de 4 bits ici. Allez. Nombre de pointeurs par bloc. On va prendre donc la taille du bloc, c'est 1 kg. Et le nombre de pointeurs, puisque chaque pointeur fait 16 bits, donc 2 bytes, je vais avoir 512 pointeurs par bloc. Voilà. Ici, donc je vais avoir 512 pointeurs par bloc. Voilà, ça, c'est le bloc. Ici, remarquez, ça, c'est un bloc. Et ce bloc-là, il fait 1 kg. Et comme le pointeur, il fait 12, donc je vais avoir ici 512 pointeurs qui vont pointer chacun sur soit un pointeur de pointeur, un autre pointeur de pointeur, ou bien il va directement pointer sur un bloc de données. C'est-à-dire, soit il pointe sur un bloc de pointeur, soit il pointe sur un bloc de données. Alors maintenant, la taille du fichier. L'inode, il contient ici 12 pointeurs. Donc là, j'ai 12 pointeurs. Et donc, je vais avoir 12 multiplié par 1 kg parce que chaque pointeur va pointer sur 1 kg. Et la taille va devenir 12 kg. Donc, la première indirection, celle-là, première indirection, elle va donc pointer sur 512 pointeurs et chacun va pointer sur 1 kg. Donc 512 multiplié par 1 kg, elle va pointer sur, si vous voulez, un demi-méga. Voilà. La deuxième indirection, donc elle va pointer sur le deuxième bloc et la deuxième indirection, elle va faire 512 pointeurs multiplié par 512 pointeurs multiplié par 1 kg. Donc 2 puissance 9 multiplié par 2 puissance 9 multiplié par 2 puissance 10, ça va faire 2 puissance 28 et je suis maintenant à 256 mégas. Ça veut dire jusqu'à présent, mon fichier va faire 256 mégas plus un demi-méga plus 12 kg. La troisième indirection maintenant. Donc la troisième indirection, elle va venir ici. Et là, donc je vais avoir 512 pointeurs ici, multiplié par 512 pointeurs ici, multiplié par 512 pointeurs, multiplié par 1 kg. Dans ce cas, je vais avoir 512 multiplié par 512 multiplié par 1 kg. Dans ce cas, je vais avoir 512 multiplié par 1 kg. Voilà. Et donc là, ça va faire 512 par 512 par 512, 2 puissance 9, 2 puissance 9, 2 puissance 10, 2 puissance 37, ça va faire 2 puissance 7 multiplié par 2 puissance 30. Le 30, c'est le giga. Et 2 puissance 7, ça va faire 128 gigas. Et donc, mon fichier va faire au total les 12 kilos premiers, plus les 1 demi-méga de la première indirection, 256 de la deuxième indirection et 128 gigas de la troisième indirection, qui va faire un total de 228,2505 gigas. La taille maximale d'un disque maintenant. Alors, le disque, j'avais donc 16 bits qui est découpé en deux.
le pointeur sur, ici c'est le disque, et ici sur, si vous voulez, le bloc. Alors, ici j'ai 12 bits, ça veut dire le nombre de bits servant de pointeur au bloc du disque. Ici j'ai 12 bits, là, voilà, là c'est 12 bits. Donc, je vais avoir 2 puissance 12 blocs, c'est-à-dire 4 multiplié, donc 2 puissance 12, c'est 2 puissance 2 multiplié par 2 puissance 10, c'est-à-dire 4 multiplié par 2 puissance 10, et le bloc qui fait 1 kg, donc 2 puissance 10. Et je vais voir, donc ici, 4 mégas. Donc, un disque va prendre, donc un disque va prendre 4 mégas. Donc, la taille maximale d'un disque, c'est 4 mégas. Ici, je prends le 12, je le mets donc en exposant et je calcule la formule. Dans la taille du volume, je vais avoir donc 2 puissance 4, chaque disque va prendre 4 mégas, et ici, j'ai 4 bits. Donc, si j'ai 4 bits ici, là, 4 bits, et ces 4 bits-là, ça va faire 2 puissance 4. 2 puissance 4 multiplié par chaque disque prend donc 4 mégas, et donc je vais avoir 68, si vous voulez, mégabytes pour la taille maximale du volume. Donc, le volume, il peut prendre au maximum 16 disques et chaque disque va prendre 4 mégas. Maintenant, l'accès au byte 13 423 956. Donc, je vais prendre cette adresse-là et je divise par la taille du bloc qui est de 1 kg. Et ça va me faire le 13 109e bloc avec un déplacement de 340 bytes dans ce bloc. Donc, c'est le bloc 340, c'est le byte 340 du bloc 13 110. Parce que là, j'étais au 109 et l'autre, il est dans le bloc suivant, donc le 13 110. Le bloc 13 110, donc là, j'enlève les 12 premiers pointeurs et je vais avoir 13 098. J'enlève les 512 pointeurs de la première indirection et j'obtiens 12 586. J'enlève donc, je fais cette opération-là parce que là, je suis dans la deuxième indirection et je dois identifier dans quel bloc j'y suis. Donc, si je prends les 12 556, ça va faire 12 556 moins 512 multiplié par 24 et elle va me donner un déplacement de 298 donc dans le bloc 25. Alors voilà, ici, donc là, je retire les 12 pointeurs premiers. Ensuite, je vais à la première indirection, je retire les 512 pointeurs de première indirection. Et maintenant, je fais cette opération, 12 556, je divise par le nombre de pointeurs 512, elle va me donner le 24,5. Donc ça, c'est 25. Donc je retire les 24 et je suis au 25. Donc ici, si vous voulez, je serai ici, voilà. Ça, c'est le 25e bloc de deuxième indirection. Je vais prendre la deuxième indirection. Elle va me prendre vers ce bloc-là. Je vais aller au 25, au bloc 25. Le bloc 25, il va me pointer sur son bloc de pointeur et je vais aller au pointeur 298. Ce pointeur-là, il va me pointer vers un bloc de données et donc ma donnée est donc, donc au byte 340. Voilà donc comment je vais faire pour identifier mon byte. Maintenant, le byte donc, se trouve dans le bloc de pointeur de deuxième indirection et dans l'entrée 25 de ce bloc. Le pointeur 25 nous mène vers un bloc de pointeur et à l'entrée 298 de ce bloc se trouve le pointeur du bloc qui contient le byte en question à la position 340. Maintenant, lecture de l'inode du fichier est déjà en mémoire. L'inode est déjà en mémoire, donc ça ne me coûte pas un accès mémoire. Premier accès, c'est la lecture du deuxième bloc indirection. Donc, pour pouvoir accéder à ce fichier, je vais prendre ce pointeur et je vais aller au disque et je ramène l'inode ici qui contient les pointeurs. Donc, le premier bloc de pointeurs. Ensuite, donc, je vais trouver 25 et je vais aller sur deuxième accès en disque pour ramener le bloc de pointeur numéro 25. Je ramène le bloc et ensuite, le troisième accès va me permettre de charger le bloc de données et ainsi accéder, si vous voulez, au byte 340. Donc, je vais charger
le bloc de données 298 et dans le bloc de données 298, je vais donc charger le byte 340. Donc ça me coûte 1, 2, 3 accès mémoire pour lire ce byte-là. Alors maintenant, donc le concept de répertoire. Donc le répertoire va contenir les fichiers, ça c'est un répertoire simple. Attention ici, il ne faut pas avoir le même nom de fichier parce qu'il n'y a pas de sous-répertoire. Et donc j'ai donc un conflit de noms. Si j'introduis un nouveau fichier avec le même nom, il va le rejeter. Et comme je ne peux pas retenir tous les noms que j'ai introduits, à ce moment-là, donc, il va donc fréquemment donc, afficher des messages d'erreur donc, dès que j'introduis un nom dont le fichier existe déjà. Alors, répertoire, donc en arborescence, j'ai le répertoire racine. Dans le répertoire racine, je vais avoir deux répertoires, le répertoire B et le répertoire C. Donc, on va dire que ça, c'est des sous-répertoires. On peut dire folder, on peut dire directory. Et dans le B, je vais avoir deux sous-répertoires, le D et le E. Dans le répertoire C, j'ai deux fichiers, le fichier file 1 et file 2. Dans le D, j'ai deux fichiers. Dans le E, donc j'ai aussi deux fichiers, mais ici, j'ai le fichier A3. Alors, on appelle chemin d'accès, c'est le fait donc d'aller à partir d'un répertoire jusqu'à un fichier. Si je suis dans le répertoire courant B, donc le chemin vers le fichier 3, ça sera E3. Donc ça, c'est un chemin relatif par rapport à une position donnée. Si je suis dans le répertoire E, à ce moment-là, je donne directement le nom du fichier, fichier 3. Et il y a le chemin, le répertoire, donc le chemin absolu. Le chemin absolu, c'est le fait de démarrer du répertoire racine. Par exemple, ça sera donc le A, B, E et le fichier 3. Pour le 2, ça sera A, C et le fichier 2. Pour un fichier de D, ça sera A, B, D et le fichier 5, par exemple, fichier de 2. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les répertoires donc, sont sous forme d'arborescence. Accéder à un fichier nécessite un chemin d'accès. Le chemin d'accès est de deux types, relatif, c'est-à-dire par rapport à la position dans laquelle je me situe, c'est-à-dire dans quel répertoire j'y suis, et donc je peux aller avec un chemin relatif à partir de ce répertoire, et le chemin absolu à partir du répertoire racine. Évidemment, si je suis dans E, je ne peux pas accéder relativement à C. Je suis obligé d'accéder à partir donc d'un chemin absolu vers les fichiers de C. Je suis dans E, je ne peux accéder qu'avec des chemins absolus vers les fichiers de C. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chemin ici relatif à partir de 1. Je peux ajouter des liens, un lien ici qui va me donner tout simplement le chemin relatif à partir de E, de A jusqu'à 2. Et donc, je vais avoir ici un lien, par exemple, ici, je vais mettre un lien et qui va me prendre directement vers le fichier 2. Voilà. Alors maintenant, les SSD. Voilà ces exemples des SSD. Ce qu'il faut retenir ici, c'est les EPROM qui sont ici, donc qui sont sur, si vous voulez, le circuit donc du SSD, ici remarqué. Ça, c'est ce qu'on appelle les NAND. Voilà, les NAND. Ici, la DRAM, le contrôleur, et puis les ports donc, de communication avec le contrôleur. Ici, c'est la même chose. Ici, si vous voulez, je peux avoir un processeur qui va donc gérer le mapping de ces EPROM. Voilà, donc ça, c'est les EPROM. Comment fonctionne ici? Donc ici, ça, c'est le niveau logique au niveau du système. Donc j'ai le LBA space. LBA, ça veut dire Logical Block Address. Et remarquez ici que, par exemple, j'ai tous ces bleus-là qui se trouvent dans le premier NAND. Tous les rouges qui se trouvent dans le deuxième NAND. Par exemple, tous les verts qui sont ici, donc ils se trouvent dans ces NAND ici. Donc là, il s'agit donc de faire le flash juste d'un seul node. Donc, s'il y a des informations qui ont été modifiées, je flash uniquement cet EPROM-là. Et la même chose, si par exemple, ici, si vous voulez les blancs, c'est donc des LBA qui sont libres, ça veut dire des blocs logiques qui sont libres, qui jusqu'à présent n'ont pas été affectés. Si je veux écrire ici, donc je peux sélectionner à partir de ces blocs logiques qui sont libres et je vais donc les mettre dans les EPROM et les NAND équivalentes.
Donc ici, j'ai un buffer manager, j'ai le CVD DRAM et le contrôleur, lui, qui gère de la même façon que je gérais les blocs logiques avec les cylindres, il va gérer avec les positions qui sont ici. Donc j'ai besoin ici d'un mapping. Voilà, donc ça c'est le SDD processeur. Le SDD processeur qui va donc se charger, va utiliser une table des maps et c'est lui qui va donc identifier les blocs libres et les blocs occupés, les LBA ici, Logical Block Address. Et là, donc, je peux avoir des secteurs de 512 et donc un node peut contenir un certain nombre aussi de secteurs. Si vous voulez, le node peut représenter donc un cylindre et je peux prendre ces quatre ici pour faire une partition, ces quatre ici pour faire une autre partition et donc j'ai l'ensemble des partitions de mon disque ici. Et maintenant les commandes, donc ça on a déjà vu ça dans le cours. Les commandes pour les fichiers, je peux créer, déplacer, donc ouvrir un fichier, fermer un fichier, renommer, copier un fichier. Je peux changer les droits d'accès d'un fichier par le change mode, chmod. Je peux donc lire, écrire, repositionner, read, write, position. Je peux aussi obtenir donc des attributs get, donc le set pour changer les attributs d'un fichier. Pour les répertoires, je peux créer, supprimer par mkdir, rmdir, déplacer par mv et cp. Ici, créer des fichiers, ça sera par touch ou bien par cat, supprimer par rm ou par del, déplacer, renommer, c'est copier mv ou bien cp, fopen et d'accord. Et ici, pour les répertoires, ce sera mkdir, rmdir pour créer, supprimer. Pour copier, c'est mv et cp. Pour changer les droits d'accès pour des répertoires, c'est le change mode. Et donc, obtenir les attributs, c'est get, donc le get et le set pour donc des attributs. Voilà pour le premier cas, les fichiers. Donc, si je fais touch file, je suis dans ma machine virtuelle, je fais touch file. Si je fais ls, il va me dire qu'il y a un fichier file.txt qui a été créé. Donc, le touch, si le fichier existe, elle ne retourne rien. Si le fichier donc n'existe pas, elle va le créer. Ça sera un fichier vide. Si je veux créer un fichier avec un contenu, je vais mettre cat donc supérieur file 1.txt. Ça veut dire je vais diriger la sortie du fichier cat vers la sortie standard donc du processus qui va exécuter la commande cat, qui sera dirigée vers le fichier file 1.txt. Si j'écris cette ligne, je teste l'écriture dans un fichier. Si maintenant je fais cat file 1.txt, il va m'afficher le contenu du fichier donc qui est, donc je teste donc la ligne que j'ai ajoutée. Maintenant, pour copier un fichier, je fais cp file 1, file 2. Si je fais ls, je vais avoir le file 2 qui a été ajouté. Le file, ça c'était le premier fichier. Le file 1, c'était le fichier que j'ai saisi avec la ligne de texte. Et maintenant, file 2, ça sera la copie de file 1 en fonction de la commande que j'ai lancée ici. Si maintenant je fais mv file 1, file 3, donc ça c'est un move, c'est-à-dire c'est un renommé. Et si je fais ls, je vais remarquer que le file 1 a disparu et qu'il a été remplacé par le file 3. Donc ça, c'est l'ensemble des commandes, donc principales commandes en relation avec les fichiers. Maintenant, pour les répertoires, je peux faire mkdir rep1 pour créer deux répertoires. Si je fais ls, je vais avoir mon ensemble des fichiers, je vais avoir les deux répertoires. Remarquez que la couleur des répertoires en bleu pour les distinguer des fichiers qui sont en blanc. Si je fais rmdir rep1, maintenant je vais supprimer le répertoire. Et si je fais le ls, je remarque que le rep1 a disparu par la commande rmdir. Attention, alors cp rep1, donc c'est cp-r pour faire une opération récursive. Et là, regardez que je vais donc copier le rep dans le rep1 et je vais avoir rep et rep1. Rep1 avait disparu ici et maintenant donc je viens de le récupérer et il sera égal au contenu de rep. Si je fais md, je veux renommer rep1 en ezp et si donc j'envoie ma commande, je vais avoir donc le EZP à la place de rep1. Regardez si je fais maintenant ls-la, -la, L pour dire langue, donc c'est un long format, regardez, le long format contient un maximum d'informations sur le fichier, et -a c'est all, c'est-à-dire même les fichiers cachés, et comme ici les fichiers cachés qui vont apparaître. Donc le ls-la, A va faire apparaître tous les fichiers, même les fichiers cachés, et elle va me donner un format long.
Dans ce format, j'identifie donc les droits d'accès du fichier sur lesquels on va revenir dans un moment, le propriétaire, le root, la date donc de création, etc. Donc, et remarquez que ici j'ai mes trois fichiers, file 2, file 3, file, et j'ai le EZP2 que j'avais créé tout à l'heure et le rep, les deux répertoires que j'avais créés. Pour les droits d'accès, si je prends le EZP2 par exemple, je remarque que j'ai DRWXR X. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors ça veut dire que voilà, ça veut dire le D pour dire répertoire. Le D ici, c'est pour dire répertoire. RWX, c'est le droit d'accès du owner, c'est-à-dire le propriétaire du fichier. R-X, ça c'est les droits d'accès donc du groupe auquel appartient cet owner-là, c'est-à-dire cet utilisateur, ce propriétaire de fichier. Et R-WX, c'est les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le groupe, mais qui sont dans le système, le reste donc du monde qui sont dans le système. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire RWX? Ça veut dire je me donne à moi-même le droit de read pour lire, write pour écrire, X pour execute. Donc j'ai le droit de lire, de modifier le fichier et d'exécuter ce fichier. Par contre, les gens de mon groupe ont juste le droit de lire et d'exécuter. Je leur ai retiré le droit d'écriture. Ils ne peuvent pas modifier mon fichier. La même chose pour les autres utilisateurs du système. Donc, ces droits, on appelle ça les droits d'accès. Remarquez qu'il y a 3 et 3, ça veut dire 3 bits. 3 bits, donc je peux travailler en octal, c'est-à-dire en base 8, parce que j'ai 3 ici, 3 ici, 3, j'ai 3 bits. Si c'était 4 bits, ça sera la base 16. Si c'était 2 bits, ça sera la base 2, la base 4. Et si c'était 1, c'est la base 2. Ici, je suis dans la base 8, ça veut dire le octal. Chaque fichier, bon, si je remarque le tiret, ça veut dire c'est un fichier. Le D, ça veut dire c'est un répertoire. Si j'ai le L, ça veut dire c'est un link, c'est-à-dire un raccourci vers un autre fichier ou bien vers un autre répertoire. Donc, je remarque ici que le D exprime que ça, c'est un répertoire, c'est un répertoire, c'est un fichier, c'est un fichier, c'est un fichier, c'est un répertoire. Le reste des fichiers, le dernier, le rep, c'est un répertoire. Donc, le D ici, le premier D, la première lettre, le D, spécifie le type. Est-ce que c'est un fichier ou c'est un répertoire? Les trois premiers, RWX, donc spécifie les droits d'accès de l'utilisateur propriétaire du fichier ou bien du répertoire. Les trois suivants, c'est le groupe auquel appartient cet utilisateur. Et les derniers, donc c'est les utilisateurs restants dans le système, qui sont dans le système, qui ne figurent pas dans le groupe de l'utilisateur. Pour changer, donc je fais chmod 666 et je change. Donc je vais, alors ici c'est R égale 1, W égale 1 et X égale 1. Donc 1, 1, 1, en hexadécimal c'est 7. Ici c'est R-X, c'est-à-dire 1, 0, 1. En hexadécimal c'est 5. En hexadécimal et en octal c'est 5. R-R, donc c'est 1, 0, 1. 1, 0, 1. En binaire ou bien en octal, ça fait 5. Donc je peux avoir ici 1, 1, 1, 1, ça veut dire 7, 5, 5. Donc les droits d'accès de ce fichier-là, de ce répertoire-là, c'est 7, 5, 5. Si je veux modifier maintenant, je vais modifier en 6, 6, 6. Alors regardez, c'était 7, 5, 5. Si je modifie maintenant, pardon, pour le rep ici, et c'est devenu le 6, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 0. Pourquoi? Parce que le 6, c'est 1, 1, 0. Donc, j'ai modifié les droits d'accès du répertoire rep, parce qu'ici, j'ai donné le nom du répertoire que je veux, auquel je veux modifier les droits d'accès, c'est le répertoire rep, et j'ai changé ici. Donc, c'est un D toujours, et RWX, c'est 1, 1, 0, c'est le 6, 1, 1, 0, c'est le 6, et 1, 1, 0, c'est le 6. Maintenant, on va voir comment se déroule une entrée-sortie à partir donc de l'application. Donc, l'application ici, elle va, si vous voulez, faire un read du nom de fichier. Et je vais, si vous voulez, lire 10 blocs et je vais les lire à l'adresse 1000. Donc, je vais aller accéder à la table des répertoires. Ici, je trouve le fichier file et je trouve le bloc initial qui contient les blocs de données de ce fichier ou bien qui contient la FAT de ce fichier. Alors là, donc ici, j'appelle ça le path, c'est-à-dire le chemin du fichier. Donc, à partir de ce chemin, je vais pouvoir donc récupérer le bloc de données de ce fichier, le bloc donc le pointeur du inode ou bien le pointeur dans la FAT.
Alors, le read, donc ici, regardez, dans ce read-là, je vais charger, donc si vous voulez, les registres AX avec, par exemple, 12 pour dire que ça, c'est l'appel système numéro 12. BX, c'est, si vous voulez, le chemin du fichier ou bien le bloc du fichier. CX, c'est le nombre de blocs que je vais donner. DX, c'est l'adresse en mémoire. Ensuite, je provoque donc un changement de mode, ici int21h, pour passer donc au mode noyau et exécuter la commande sysread qui se trouve dans la table donc des répertoires donc dans la table système. Voilà, donc ça c'est dans la librairie. Voilà, je charge le CX, le BX et voilà, je vais aller dans le système et je cherche donc la commande read, c'est-à-dire la primitive read du système. Je charge la primitive read. La primitive read, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc le sysread, il va juste envoyer les paramètres, c'est-à-dire préparer une requête qu'il va déposer dans la file d'attente du driver. Elle va convertir donc le chemin et le nombre de blocs, l'adresse auquel on va écrire les 10 blocs en mémoire. Il va donc les traduire en cluster, en cylindre, en head, et il va émettre la requête vers donc le driver, dans la liste d'attente du driver. Et là, parmi les paramètres, donc je vais aller au folder, je vais trouver file et je vais dire qu'il se trouve à l'inode 72 ou bien le bloc début, c'est le bloc 72 et c'est une FAT. Et voilà donc ici, la primitive va donc débloquer le driver. Donc, alors, le programme utilisateur qui a envoyé le read, il va donc être bloqué en attente de la fin d'entrée-sortie. J'appelle le read, ici le sysread. La primitive système va se lancer et donc se bloquer en attente donc, du driver. Et le driver entre en exécution. Il va remplir les registres du contrôleur et initier l'entrée-sortie. Et il va aussi se bloquer en attente de la fin du contrôleur. Voilà. Et donc, une fois que le driver a terminé, il va retourner vers le sysread. D'accord? Donc, le contrôleur va terminer l'entrée-sortie, il va réveiller le driver. Et le driver donc, va remettre la main à sysread qui va s'acquitter de l'entrée-sortie et qui va retourner, si vous voulez, le résultat à donc, le programme ou bien le processus utilisateur qui a émis le read. Alors, plus en détail, comment maintenant ça va se passer? Alors, voilà, donc ça c'est l'utilisateur. L'utilisateur va donc faire le syscall, c'est-à-dire le read. On va exécuter le syscall et ça se fait par le int21h en mode noyau. Là, on va appeler le driver et donc de là, on retourne après l'exécution vers vers le processus utilisateur. Alors, donc le système call, on passe de l'utilisateur au noyau pour faire un open, close, read, write, pour les fichiers delete, pour les répertoires mkdir, rmdir, pour les processus, je peux faire un fork, un exit, etc. Alors, exemple, si je fais le file en C, ça c'est un exemple C, file fd fopen, je vais lancer fopen, je donne ici le chemin de mon fichier something et je dis que le mode c'est read-write, je veux ouvrir ce fichier-là en lecture et écriture. Ensuite, je fais une boucle pour imprimer, si vous voulez, le contenu du fichier, donc ici for i à 10 pour, si vous voulez, les 10 premiers éléments de ce fichier. Ensuite, je fais ici, par contre, je fais le fclose ici. Hein. Alors, maintenant, comment se déroule cette opération? Le CPU, donc, il va donc, ça c'est mon schéma. Le CPU, donc, va initier l'entrée-sortie, c'est-à-dire processus P1. Il va envoyer, il va appeler donc la primitive système read. La primitive, elle va appeler le driver. Le driver va initier le contrôleur. Et donc là, dans le contrôleur, ça c'est mon contrôleur. J'ai l'interface de bus donc pour envoyer et recevoir les commandes. J'ai donc un registre pour spécifier si c'est un read, write, quel type d'opération je vais faire. Un registre, si vous voulez, pour donner donc l'adresse début en mémoire. Et là, j'ai un buffer qui va me permettre de ramener les données à partir donc, des blocs physiques vers le contrôleur. On appelle ça le cache. Et dans ce cache-là, donc, je vais ramener les données, puis à partir du cache, je vais les envoyer en mémoire. Alors, l'utilisateur, donc, il va, donc, si vous voulez, la primitive système va déposer les requêtes dans le driver et le driver, donc, va donc, initier le contrôleur.
et le contrôleur donc va initier l'entrée-sortie. Une fois qu'on a terminé, le contrôleur va envoyer une interruption au CPU pour le prévenir. Donc cette interruption, elle va venir ici et on va prévenir le CPU qu'on a terminé l'entrée-sortie. Donc le CPU, qu'est-ce qu'il va faire? Donc dès que le système reçoit cette interruption, il va réveiller le driver qui va donc s'acquitter de l'entrée-sortie, il va valider qu'il n'y a pas eu d'erreur de transfert de données. Et il appelle ensuite la primitive qui s'acquitte aussi de l'entrée-sortie. Et ensuite, on remet la main au processus P1 qui était initiateur de cette entrée-là. Alors voilà ici, donc ça, les requêtes. Les requêtes vont aller vers le driver. Le driver va les déposer, initier le contrôleur. Et donc là, on calcule ici le nombre de rotations, quelle est la piste, quel est le secteur, combien il faut faire de rotation pour atteindre le secteur, combien il faut donc faire des déplacements de la tête ici pour arriver jusqu'au cylindre en question, etc. Et voilà ici donc user request et là donc tête, secteur. Ça par exemple c'est le secteur 2, le cylindre 2, secteur 3, cylindre 2, secteur 1, cylindre 3, secteur 10, etc. Alors maintenant, on va revenir au driver. Donc le main, il va initier, si vous voulez, le read. Le read, donc ça, c'est mon processus utilisateur. Il a une partie donnée et il a une partie code. Ça, c'est mon processus utilisateur. Le processus qui a émis le read. Et ça, c'est les données, c'est-à-dire, lorsque je vais ramener les données du fichier file, je vais les déposer dans le data du processus. Ici, c'est la librairie en question que je vais utiliser pour donc, émettre la requête vers, si vous voulez, le driver. Voilà. Donc ça, on appelle donc la librairie à partir de read. Le read, on appelle le sysread. Et le sysread, il va donc prendre ces données-là, il va les placer sous forme de requête vers le driver. Voilà. Donc on va ajouter ici la requête au driver. Elle va attendre dans la file d'attente. Une fois qu'elle sera en tête de liste, elle sera le driver. Ce processus-là va être bloqué en attente de fin d'entrée-sortie. C'est-à-dire à la fin de l'entrée-sortie, on va essayer d'aller chercher ce fichier, donc ce processus par son PCB et le ramener en file d'attente pour continuer son exécution. Maintenant, le driver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initialiser le contrôleur. Il va par exemple mettre AX égale 1 pour dire que c'est la première opération, c'est un read. Si par exemple AX égale 0, c'est un write. Si AX égale par exemple 2, c'est un seek, etc. Donc il va mettre les opérations. BX pour dire quel est l'inode qui contient le premier bloc de données du fichier. Et le CX pour dire qu'il faut lire 10 blocs à peine de ce fichier-là. DX, c'est l'adresse en mémoire où le contrôleur serait appelé à donc transférer les données en DMA, c'est-à-dire Direct Access Memory. Alors maintenant, le driver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initier le contrôleur, il va mettre dans son premier registre 1 pour dire que c'est une lecture, 72 pour dire que c'est l'inode qu'il faut chercher, le 10 pour dire qu'il y a 10 blocs à transférer, et le DX, il va lui donner l'adresse 1000 pour dire qu'il faut transférer à l'adresse 1000 en mémoire. Et maintenant, le contrôleur donc, va accéder au périphérique, il va initier l'opération et il va remplir son buffer par les 10 blocs qui sont ici en fonction de la taille du buffer. Si le buffer c'est 5 blocs, il va faire en 2 opérations. Si c'est 10 blocs ou bien moins de 10 blocs, il va ramener les 10 blocs dans son buffer. Une fois qu'il a ramené les 10 blocs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer ces blocs en DMA dans la partie donnée du processus en question. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une interruption au CPU pour lui dire que j'ai terminé le transfert et que les données que tu as demandées sont en mémoire dans le processus en question, dans l'espace de données du processus en question. Alors maintenant, voilà, durant que le driver est en train de faire le transfert de données vers les données du processus P1, le driver est au repos, la primitive est au repos, et automatiquement le CPU va exécuter un programme P2. Le processus P2 donc va, durant son exécution, c'est là que va intervenir, c'est là que le contrôleur va envoyer l'interruption. C'est-à-dire l'interruption va se produire durant l'exécution d'un processus P2. Pourquoi? Parce que le driver est au repos, tout le manège qui suit le processus P1 est au repos, le processus 1 est bloqué en attente d'entrée-sortie, le driver est bloqué en attente que le contrôleur termine son travail,
Et maintenant, le CPU, puisqu'il ne doit pas rester à ne rien faire, il est en train d'exécuter le code de P2. Maintenant, durant l'exécution du code de P2, le contrôleur envoie l'interruption. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc réveiller le driver, d'accord? Et donc, le driver, il va valider l'entrée-sortie. Donc, si vous voulez, là, il va lire dans les registres de mapped memory, c'est-à-dire les adresses en mémoire ou bien les registres du contrôleur, et il va trouver 1. S'il trouve par exemple 1, il va gérer les erreurs. Le code de l'erreur, c'est 22. Il va aller au système, il va prendre le numéro 22 et le message d'erreur 22, et il va afficher ce message chez l'utilisateur pour dire que l'entrée-sortie n'a pas pu avoir lieu. Si par exemple le contrôleur émet 0, ça veut dire donc le driver il va venir ici, il va trouver 0, ça veut dire que l'entrée-sortie a eu lieu correctement, et maintenant le driver doit s'acquitter pour savoir que le transfert donc n'a pas eu lieu sans erreur. Et maintenant le driver, donc si vous voulez, va remettre la main au système, d'accord? Donc ici, et le driver, il remet la main, c'est-à-dire il envoie une interruption software au système pour le prévenir que l'entrée-sortie précédente s'est déroulée correctement, et le driver va entamer la tête de liste de la requête suivante. Donc le driver va déclencher l'opération suivante. Donc, il s'est acquitté de la première opération et il va déclencher l'opération suivante. Alors là, donc, sysread close IO, voilà, donc sysread close IO, et donc il envoie ici l'interruption pour prévenir que l'entrée-sortie est terminée correctement. Alors, maintenant, le système, que va-t-il faire? Le système, donc, si vous voulez, il va réveiller le P1, et le P1 donc, va entrer ici en exécution. Voilà, donc ici, on s'est acquitté de sysread, on donne la main, le driver, il donne la main à sysread, sysread, elle va donc terminer l'opération IO et donner la main au système, et le système donc va donner la main ou bien va ramener P1 dans la liste des prêts, et il va attendre son tour pour continuer son exécution. Maintenant, le BIOS. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le BIOS. Ici, ça, c'est un BIOS. Ça, c'est un ancien BIOS. Ça, c'est un BIOS. Ça, c'est la pile du BIOS. Donc, si j'enlève cette pile-là, je vais décharger le BIOS. Des fois, si vous avez, par exemple, des mots de passe qui bloquent le BIOS, vous pouvez juste enlever la pile ou bien enlever un jumper qui se trouve tout juste à côté du BIOS. Et donc, je vais faire un clear du BIOS. Ça veut dire donc réinitialiser le BIOS à son état initial. Donc, je vais faire disparaître les mots de passe, etc. Pour certains cas, par exemple, comme les BIOS pour les PC, comme les BIOS de ce cas-ci, ce n'est pas aussi simple, donc, ou bien pour ce cas-ci, ce n'est pas aussi simple pour initialiser donc, les mots de passe. Il faut donc certaines procédures pour réussir. Alors, le basic, on va dire que ça, c'est Basic Input-Output System, ou bien on appelle ça aussi le firmware. Ça, c'est un ensemble de petits programmes, un petit système, un petit software qui se trouve donc sur une EPROM qu'on appelle une CMOS, d'accord? Et qui va servir donc au démarrage du système. Lorsque le système démarre, donc, il va donc tester, le BIOS, il contient donc deux parties de procédure, des tests et de gestion des périphériques qui sont connectés au matériel, et charger, si vous voulez, un petit système d'exploitation qui est le BIOS en mémoire centrale. Et ce système-là donc, va donc, au départ, lorsque je démarre, je teste les périphériques, le disque dur y est, la souris y est, le clavier y est, donc tous les périphériques qui sont ici. Et ensuite, je charge un petit système d'exploitation qui va donc coordonner les activités entre-temps, ça veut dire recevoir les interruptions donc, du clavier, de la souris, du disque. C'est la même chose ici, c'est des drivers, mais très simple, c'est juste pour permettre le démarrage donc, du système d'exploitation, donc du BIOS. Alors, le BIOS reçoit donc, en permanence des signaux donc, du hardware, et donc, c'est pour ça qu'il doit être chargé en mémoire. Donc, on fait une copie en mémoire. Donc, alors, au départ, c'est le check CMOS, setup custom settings. Donc, on va charger ici le gestionnaire d'interruption du BIOS en mémoire, d'accord? Et on va initialiser le registre, et ensuite, on va commencer à afficher les messages donc, en noir et blanc sur l'écran pour montrer les opérations que le BIOS est en train de réaliser.
display settings, system settings. Donc, on va afficher qu'il y a un processeur de type TAR, qu'il y a un disque dur, qu'il y a une RAM de 8 Go, de 4 Go, des informations en fonction. Et ensuite, il va donc décider de trouver quelles sont les partitions bootables qui se trouvent dans ce système. Est-ce qu'il y a des partitions bootables? Il n'y a pas de partition bootable. S'il y a une partition bootable, donc il passe à la dernière phase, c'est le bootstrap sequence, ça veut dire qu'il va démarrer le loader qui va charger le loader du système d'exploitation. Voilà ce que affiche ici, ça c'est l'image de démarrage d'un BIOS. Et voilà, regardez, chipset modèle Enforce 4. Donc ici, il y a un disque dur. Donc ici, ça c'est le modèle de disque dur, DVD-R, pardon. Et ça c'est un CD. Donc ça c'est primary disk, master disk, ça second master disk. D'accord? Il n'y a pas de slave. Vous avez donc une DDR400. Là, ça c'est le processeur, c'est un AMD Athlon 64. Donc ça c'est les références du processeur. Ça c'est le test de la mémoire. Ça c'est le type de mémoire, etc. Vous avez ici, si vous voulez aller en setup, cliquez sur la touche Del. Si vous voulez continuer, faites F1 pour qu'il continue. Ça, c'est un ami BIOS, Award BIOS, pardon. C'est un Award BIOS. Donc, un exemple d'Award BIOS. Alors ici, au départ, lorsque on a terminé le formatage, j'avais dit tout à l'heure qu'au départ, là, je vais laisser un secteur qui va contenir le loader du système d'exploitation qui sera chargé dans le C. Ici, juste à côté du bleu, il y a l'espace pour mettre le loader du système d'exploitation qui sera chargé en D. Ça veut dire que je peux mettre en C Windows, donc le chargeur va se trouver ici, et je vais mettre dans le D un deuxième chargeur, par exemple pour Linux, et qui va charger le système d'exploitation Linux qui se trouve sur la partition D. Voilà, donc la partition, ça c'est une partition bootable. Si par exemple je lance, le BIOS va m'afficher, lorsque le BIOS se charge, il va terminer le test, il va charger le petit système en mémoire, tester, recevoir les interruptions, etc. Ensuite, il va charger un petit chargeur. Ce petit chargeur, c'est ce qu'on appelle le loader offloader, c'est un chargeur de chargeur. Il va venir à la première piste ici. Ce chargeur, il va venir, si je veux charger le C, il va venir dans cette piste-là. Il va trouver le loader du système installé sur C. Il va charger ce loader en mémoire et ce loader donc, va charger le système qui se trouve sur C. Si je veux charger celui qui est sur D, je charge ce loader-là et ce loader-là va commencer à charger, faire le load, le bootstrap donc, du système qui se trouve dans la partition D. Maintenant, s'il ne trouve pas ni ici, ni ici, il va m'afficher ce message pour dire que le disque non système et qu'il faut changer et mettre un disque qui contient un loader du système d'exploitation. Et voilà donc les opérations, le startup. Donc là, on va faire le BIOS pour tester le matériel, etc. On va aller au master boot ici. Et dans le master boot, on va charger le bootloader. Et le bootloader donc, va charger le système. Donc ce bootloader, ça c'est le chargeur de chargeur qui va charger le chargeur du système. Et le chargeur du système va donc charger, c'est soit Lilo, soit Grub, qui va charger le système d'exploitation. Et à ce moment-là, donc on va charger le noyau du système d'exploitation et on va charger init pour initier, donc lancer le système d'exploitation et donner la main à l'utilisateur. Ici, ce bootloader-là, des fois, il t'affiche un menu pour dire est-ce que tu veux charger le loader, c'est-à-dire en step 2, le loader de Windows 10 ou bien de Windows 8. Pour l'Unix, il t'affiche ici le bootloader, donc ça c'est en dual boot, il t'affiche un ensemble de systèmes d'exploitation et il te donne donc le choix par un menu, tu fais descendre et monter, vous pouvez lire ici ce qui est comment faire monter et descendre, et choisir le bootloader que vous voulez lancer, c'est-à-dire système d'exploitation que vous voulez lancer. Donc voilà, ça c'est le boot code, donc le boot ROM. Le boot ROM, donc ça c'est donc du BIOS. Il va charger donc le loader du système d'exploitation qui charge le noyau, qui charge init, et ensuite on charge le système. Donc au départ, on va aller sur ici le boot ROM. Donc ça, il est chargé en mémoire, le boot ROM ici. Le boot ROM, il va aller sur le disque et il va trouver dans la piste 0
le loader du système d'exploitation, il va le ramener en mémoire, c'est-à-dire ce loader-là, il va le ramener en mémoire, et ce loader, il va ramener le kernel en mémoire, init en mémoire, le reste du système d'exploitation en mémoire, et ensuite il va donner la main à l'utilisateur. Et ici, que ça soit en NAND, ça veut dire en SSD, ou bien en HDD, hein, c'est la même chose. Voilà, donc on va charger le bootloader. Le bootloader, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, donc le bootloader, une fois qu'il est chargé, il va aller charger le loader ici. Le bootloader, c'est celui du système. C'est lui qui va donc commencer à charger le noyau, l'init et le reste des opérations. Alors maintenant, dans le cas par exemple où j'ai perdu mon bootloader de Windows, je peux donc mettre mon support d'installation dans mon périphérique et j'accède et je demande un startup, ça veut dire pour réparer le démarrage. Il se peut que par exemple j'ai deux partitions, j'ai installé Windows dans la partition C, j'ai installé l'Unix dans la partition D et la main est donnée à l'Unix, je ne peux plus accéder à Windows. Je n'ai pas de dual boot, ça veut dire un menu qui me fait le choix, mais je suis tout de suite donc branché sur le loader de l'Unix et j'ai tout de suite l'Unix qui se charge automatiquement. À ce moment-là, je vais réintégrer donc le support d'installation que j'ai de Windows et je demande la réparation. Aussi, ici, la réparation va, donc il se peut qu'elle va éliminer le bootloader de l'Unix et installer le bootloader de Windows et je me retrouve donc dans la même opération. Et dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur le grub et essayer d'ajouter une entrée qui va permettre donc de faire le loading du système Windows. Voilà, par exemple, ici, j'ai le bootloader d'un système Linux Garuda. Remarquez que ici, j'ai le bootloader de Windows et je peux donc booter mon Windows directement à partir d'ici. Le processeur maintenant. Alors, le processeur, on a donc deux types, les CISC et les RISC. Les CISC, c'est donc ils vont faire ça, c'est un exemple en séquence. On va faire le fetch, ça veut dire ramener l'opérel, donc l'instruction de la mémoire, décoder l'instruction, exécuter, write back, c'est-à-dire écrire les résultats obtenus par l'exécution et passer à l'instruction suivante. Alors ça, c'est les instructions. Donc ici, j'exécute la première instruction, deuxième instruction, troisième instruction. Et ça, c'est donc les cycles horloge d'exécution. Vous remarquez que ça, c'est du séquentiel. Ça veut dire que je fais ces 4 étapes ici pour la première instruction. Une fois que j'ai fini, je répète pour la deuxième instruction, troisième instruction, et ainsi de suite. D'accord? Est-ce qu'on peut faire un pipeline de ces opérations? Oui. Dans ce cas-là, ici, remarquez, je fais le fetch de la première opération. Dès que je suis dans le décode de la deuxième opération, je fais le fetch de la deuxième instruction. Ici, je suis dans l'exécution de la première instruction, dans le décodage de la deuxième instruction et dans le fetch de la troisième instruction. Et donc, j'ai un parallélisme ici. Remarquez que j'ai juste ici le fetch et le write back de la dernière instruction qui ne sont pas en parallèle. Le reste de ces opérations s'exécute ici en parallèle. C'est ce qu'on appelle le pipeline processor. C'est un processeur qui travaille en pipeline pour réaliser un parallélisme entre l'exécution et accélérer, si vous voulez, l'exécution des instructions. Ici, je peux charger, par exemple, ça c'est Smaller Instruction, Windows, ça, je peux charger, par exemple, cet ensemble d'instructions dans le cache L1 du CPU. Et donc, une fois que j'ai terminé, je vais prendre le deuxième et je le charge dans le cache L2. Je peux prendre, par exemple, l'ensemble de larger window, ça sera le cache L2, et du cache L2, je ramène dans le cache L1 et j'exécute rapidement. Et donc, ces opérations-là seront pipelinées une après une pour donc accélérer encore plus l'exécution donc de mes programmes. Alors ici, donc, ça c'est mon CPU, ça c'est le cache L1, c'est le cache L2, ça c'est la mémoire. Donc je ramène de la mémoire vers le cache L1, du cache L1 je ramène vers le cache L2 et du cache L2, donc j'utilise les registres pour produire les opérations et sauvegarder donc le write back dans le cache L1. Voilà, ici donc j'ai un premier corps donc, qui a donc son cache L2, cache L2, cache L1 ici pour les données, cache L1 pour les instructions. Et je vais avoir un niveau, si vous voulez, L3
Donc de la RAM, je ramène vers le cache L3, qui est commun à tous les corps. Du cache L3, je ramène vers le L2 de chaque corps, et du L2, je ramène vers le L1, instruction et data de chaque corps, et je lance donc en parallèle. Ici, donc ça me permet donc, si vous voulez, de ramener les données du premier thread ici. Donc je vais prendre mon processus et je vais les décomposer en de petits processus légers. Ces processus légers, je vais appeler ça des threads, et chaque thread, je vais essayer de l'exécuter sur un corps. Si c'est un processus, je peux prendre l'ensemble du programme des processus, j'essaie de le décomposer et envoyer chaque partie d'instruction pour s'exécuter sur un corps. Voilà, par exemple, ici, ça c'est le thread 1, le thread 2, le thread 3, le thread 4. Ici, je suis donc en BIP processor et avec du dual core. Ici, un dual core. Et je suis donc avec 4 corps, 4 corps. Donc, corps 1, corps 2, corps 3, corps 4. Ça, c'est le registre. Ça, c'est le cache L1 du premier cœur, cache L1, cache L2, cache L2. Le cache L3 commun. Et donc, je réalise ici une cohérence de cache pour permettre à mes threads de s'exécuter donc normalement. Et voilà, donc je viens de terminer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous les posez sur le groupe Telegram commun à tout le monde.